Ça me fait plaisir de retrouver ce GH5 et ça fait plaisir de retrouver juste YouTube en fait. Dernière vidéo. Ah quand même! Bon, je sais pas vraiment quand cette vidéo sortira ni si elle sortira un jour parce que j'ai eu pas mal de petits problèmes notamment avec YouTube et ça je vous en parlerai en fin de vidéo pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pas été là pendant 2 mois. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de retourner à nouveau une vidéo, de vous reproposer du contenu et quoi de mieux pour recommencer qu'un format que vous adorez, qu'un format que vous m'avez plébiscité, un petit guide achat. Et pas n'importe quel guide achat puisqu'on a fêté il y a quelques temps les 2 ans de la chaîne. Donc si vous me suivez depuis le début, il y a des chances que vous ayez enfin eu votre passerelle. Ça y est, le champ des possibles s'ouvre à vous. Vous pouvez conduire n'importe quelle moto et ça tombe bien. On prend quoi juste après le A2 comme moto quand on a un budget de 3000 €? Et c'est justement le thème de cette vidéo. Cocteau guide achat moto après le permis A2 pour moins de 3000 €. C'est parti! L'avantage quand on a eu la passerelle après le permis A2, c'est que ça nous ouvre un énorme champ des possibles comme je vous disais. Même si on n'est pas fanat de puissance, il y a beaucoup de motos qui n'étaient pas bridables en A2 et qui vont pouvoir être maintenant accessibles avec cette fameuse passerelle. On commence avec les roadsters et pour bien commencer, on va parler d'une institution, la Honda Hornet 600. Et oui, la 600, pas la 750 parce qu'elle est un peu trop récente, elle ne rentrera pas dans ce budget-là du tout. Et la Hornet que je vous conseille, c'est la Hornet 600 d'après 2007 puisque c'est un tout nouveau moteur, un moteur qui est vraiment bien, qui est vraiment fiable, plutôt performant. Vous avez un petit 4 cylindres en ligne de 600 cm3 qui fait une centaine de chevaux. Et vous allez voir que dans ce top, on va se retrouver avec beaucoup de motos japonaises et beaucoup de motos anciennes et souvent d'anciennes japonaises d'ailleurs, tout simplement parce qu'on a un budget serré, donc on va se concentrer sur des motos plus anciennes qui sont fatalement plus abordables et surtout sur des motos fiables et des motos fiables anciennes. Il y a beaucoup de japonaises. Alors cette Hornet 600 n'est pas si ancienne que ça, mais malgré tout, on n'a pas toutes les aides qu'on peut avoir aujourd'hui. On a une partie cycle qui reste saine. C'est un petit peu lourd puisque ça fait quasiment 200 kg, mais ça s'emmène très bien. En post permis A2, ça va vous donner l'habitude de conduire un 4 cylindres, de conduire une moto avec de la puissance qui est perchée un petit peu haut dans les tours. Vous allez vraiment pouvoir vous amuser avec. Ça se manie plutôt très bien malgré le poids un petit peu élevé. Et franchement, une petite Hornet 600 sortie de permis A2 pour seulement 3000 balles, ça se fait. Un petit peu dans la même veine mais un petit peu plus sportif, chez Yamaha vous allez avoir la FZ6 qui était la concurrente directe, un petit peu plus ancienne aux alentours des 2004, donc une partie cycle un petit peu plus datée aussi même si c'est clairement pas dramatique. Toujours aux alentours de 100 chevaux mais là vous avez moins de 180 kg sur la balance, donc vous avez une moto un petit peu plus performante, un 4 cylindres en ligne de 100 chevaux qui est tout à fait sympathique. Tout à fait fiable aussi, donc pourquoi pas. Et si vous êtes un petit peu en manque de puissance avec la FZ6, vous avez sa grande sœur, la FZ1 à partir de 2006. C'est une super bécane, là vous avez un 1000 cm3 qui fait 150 chevaux. Donc en termes de puissance, si vous sortez de A2, normalement vous allez vous y retrouver sans problème. Bon par contre on est un petit peu plus lourd, donc un peu moins agile. Là on passe quand même les 220 kg. C'est un 1000 cm3 aussi. Alors la FZ1, c'est pas hyper évident à trouver et pas hyper évident pour se faire assurer dessus si vous sortez juste de A2, mais ça reste une super bécane avec un 4 en ligne du futur. Enfin du passé en l'occurrence, mais le 4 en ligne est bien, donc l'expression du futur, mais c'est du passé. C'est du passé du futur. Et si vous êtes vraiment à l'opposé de la FZ1, que vous voulez quelque chose pour rouler vraiment pépère, à ce moment-là, chez Suzuki, vous avez la Inazuma 750. Alors cette moto, elle n'a pas beaucoup de qualité, si ce n'est sa fiabilité et le fait que la partie cycle soit vachement saine pour autant que ça soit une moto très ancienne. Oui, parce que c'est une moto qui date d'avant les années 2000, on est entre 97 et 2000, donc c'est des motos qui vraiment datent, mais la partie cycle est saine. C'est lourd parce que ça fait plus de 200 kg, c'est pas super puissant parce que ça fait 84 chevaux, mais vous avez un 4 cylindres qui est super fiable pour aller au boulot tous les jours. Ça se fait très bien. Attention par contre, on conduit dynamique ou sous la pluie, vous ne faites pas piéger, il y a très peu d'aide électronique, voire pas du tout en l'occurrence. C'est la moto la moins puissante de la catégorie Roadster que je vous ai sélectionnée et c'est aussi la moto la plus lourde à égalité avec la FZ1 puisqu'on passe les 220 kg. Donc ça fait un très bon outil pour aller au boulot, c'est un petit peu la Citroën C3 en fait. Voilà, vous allez l'utiliser tous les jours, vous savez que vous pouvez lui faire confiance, c'est fiable. C'est pas un moteur 1 litre de PureTech, heureusement. Bref, c'est une super petite bécane, c'est pas ce qui vous procurera le plus de sensations, mais si c'est pas ce que vous recherchez, en soi, pourquoi pas. Bon, et pour finir sur la catégorie Roadster, il y en a un dernier dont je voulais vous parler pour ceux qui sont vraiment en quête de sport. Vous avez la Street Triple 675 à partir de 2007 jusqu'à 2011 ou 2012. Pas facile à trouver dans ces tarifs-là, mais ça se trouve quand même. Le 3 cylindres est globalement fiable. Faites bien attention à ce qu'il ait été entretenu. Chez Triumph, c'est toujours pareil. Et attention aussi au coût d'entretien. 108 chevaux pour moins de 170 kg sur la balance. Clairement, ça marche du futur. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une super bécane et surtout avec un super châssis, puisque c'est ni plus ni moins que le châssis de la Daytona de l'époque, de la sportive de chez Triumph. Alors attention par contre, vous avez le châssis de la Daytona, mais vous n'en avez pas les freins. Donc quand vous arrivez à 150 en bout de ligne droite et qu'il y a un virage ou un mur devant vous,
freinez avant le bout de ligne droite parce que les freins sont bons mais pas excellents non plus. Donc en conduite tranquille et en conduite un peu sportive, ça va. Si vraiment vous voulez l'emmener sur circuit, ça manquera peut-être un petit peu. Et en vrai, tant que vous respectez les limitations du code de la route, le freinage sera largement suffisant. Effectivement, si vous commencez à rouler un petit peu comme des margoulins, là, le freinage pourra manquer un petit peu. Bon allez, pour les roadsters, c'est fini. J'en ai quelques autres, mais je les garde pour une potentielle future vidéo. Et on passe au trail. Et comment parler de trail sans parler de la fameuse, l'illimitable, la BMW GS. Et oui, pour moins de 3000 €, vous pouvez trouver une BMW GS, la 1150 GS. Bon alors 1150 GS oblige, vous avez un moteur 10 cylindres à plat de plus de 1000 cm3 qui fait seulement 85 chevaux, mais qui fait par contre presque 10 mètres-kg de couple. Donc clairement, c'est une moto faite pour rouler sur le couple et pas vraiment sur la puissance. Cette moto, c'est une GS, donc elle a plein de qualités. Elle est super à l'aise sur route, elle est très à l'aise en chemin, elle est confortable, elle a à peu près tout pour elle, super polyvalente. Si ce n'est qu'elle est quand même très lourde. On passe les 250 kg, ça commence à peser vraiment et à se ressentir un petit peu à la conduite. Donc il y a d'autres alternatives possibles, mais si vraiment vous voulez du BMW, vous avez celle-là. Si vous voulez absolument du japonais pour des motos anciennes, pour la fiabilité, etc., et bah vous avez quelque chose qui ressemble à la GS chez Suzuki, le DL1000 V-Strom. Le DL1000 V-Strom du début des années 2000, clairement, sur la fiche technique, il met une claque à la GS. Vous avez plus de puissance puisque vous avez 98 chevaux. Vous êtes beaucoup plus léger puisque vous faites seulement 207 kg, ce qui en vrai est pas si lourd pour un trail de 1000 cm3. Plus de 10 mètres kg de couple, donc vous avez même plus de couple que la GS. Bon, par contre, c'est un petit peu moins bien dans tout que la GS. C'est très polyvalent, ça fait tout bien sans exceller nulle part. La GS fait tout bien un peu mieux partout. Allez, si je dois lui trouver un point meilleur que la GS, sur route, en conduite dynamique, c'est-à-dire tout l'opposé de l'esprit même de la moto, elle s'en tire un peu mieux que la GS. Et petite anecdote sur cette moto, elle a ce qu'on appelle une 6ème overdrive. C'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. En fait, c'est une boîte 5 vitesses classique et vous avez une 6ème vitesse qui n'est pas du tout ressemblante aux autres, qui va vraiment venir casser votre régime et qui s'utilise uniquement sur autoroute simplement pour avoir une meilleure consommation. Par contre, il ne faut pas se planter et la passer à 80 sur une route un peu tortueuse parce que sinon vous allez caler au milieu. Bon, et si le 1000 c'est un petit peu gros pour vous, et bah Suzuki vous propose aussi le DL650 V-Strom qui est absolument moche comme sa grande sœur, vous me direz, mais qui en vrai est un super compromis aussi. Le moteur est hyper connu, hyper fiable, hyper éprouvé puisque c'est le moteur de la Suzuki SV. Ça fait même pas 70 chevaux, on est à 67 chevaux, mais par contre on est à moins de 190 kg, donc finalement on n'est pas si mal. Alors seulement 6,5 mètres kg de couple, hein, c'est pas énorme, surtout comparé au 1000. Mais par contre, c'est une moto super polyvalente et super douce qui s'appréhende très facilement et qui peut tout faire comme sa grande sœur. C'est globalement à l'aise en chemin, même s'il ne faut pas lui faire du très gros off-road. C'est globalement à l'aise sur route, même s'il ne faut pas aller jusqu'à lui faire du circuit. Bref, c'est une moto qui combine plein de super points. Alors oui, c'est pas la moto du siècle, c'est pas celle qui vous donnera le plus de sensations ou avec laquelle vous vous amuserez le plus. Mais en vrai, c'est une super bécane pour qui a envie de faire un peu de tout. Bon, les trails, c'est cool, ça permet de faire à la fois du chemin, à la fois de la route et du voyage. Mais si vous voulez faire uniquement de la route et du voyage, vous avez mieux que le trail. Vous avez le sport GT. Alors le sport GT, c'est une catégorie qui n'existe plus trop aujourd'hui. Les constructeurs ont un petit peu abandonné ce segment-là. C'est globalement prendre quelque chose qui a la tête d'une sportive, qui va avoir une position de sportive mais pas trop radicale parce qu'il faut pouvoir faire des bornes, avec un peu de protection, un très gros moteur dedans parce qu'on s'en fout que ça soit lourd, de toute façon c'est pour faire de l'autoroute ou de l'autobahn à bloc et ça vous fait une moto qui est à la fois super confortable avec une belle gueule parce que ça a des gueules de sportive, avec des moteurs vachement teigneux, plutôt puissantes, qui ont quand même des parties cycles très bonnes même si c'est un petit peu lourd. Et comment parler sport GT sans parler de la VFR de chez Honda? Alors là, la VFR qu'on va trouver dans ces budgets là, ça sera plutôt la VFR 750, donc juste avant l'arrivée du VTEC. Et si vous ne savez pas ce que c'est que le VTEC, je vous expliquerai peut-être un jour, ça permet d'ouvrir les soupapes à des rythmes différents selon le régime moteur. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo. Sur la 750, ça y est pas. Oui, parce que cette moto date quand même de 1990. Elle n'est pas super récente, mais si elle coûte encore 3000 € aujourd'hui, c'est juste parce que c'est la référence de la catégorie. Vous avez une super gueule, en tout cas pour l'époque, mais qui je pense va revenir à la mode parce que le néo-rétro fait son petit bonhomme de chemin. Et pour une moto des années 90, elle était vraiment super belle. 4 cylindres en ligne de 100 chevaux qui marche très bien et qui surtout est super fiable. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous arrivez à trouver une VFR 800, donc à partir de 2000 ou 2002, allez-y en priorité parce qu'elles ont le VTEC, elles sont un petit peu mieux, un peu plus sympas. Mais globalement, la 750 n'est pas du tout un mauvais choix et vous la trouverez beaucoup plus facilement dans ces budgets-là. Sinon, en concurrence purement japonaise, eh bien, vous aviez la Kawasaki ZZR 600. Globalement, vous avez les mêmes spécificités que sur la VFR, simplement faites chez Kawasaki, donc un petit
peu moins jolie. Et je sens que je vais me faire insulter pour ça dans les commentaires. C'est une moto qui est restée plus de 10 ans au catalogue, sauf qu'en 10 ans, les exigences des motards ont évolué et donc c'est une moto qui n'a pas forcément eu une réputation qui est toujours restée la même. Autant dans les années 90, c'était vraiment une moto qui avait une très bonne réputation, autant au début des années 2000, on lui trouvait quand même souvent qu'il manquait un petit peu de couple. Parce que c'est vrai que c'est pas hyper coupleux comme moto. La VFR référente fait 7,5 m/kg quand la Kawasaki n'en fait que 6,5. C'est pas dramatique, en plus ça se trouve pour pas trop cher. En vrai, pour qui aime bien le design Kawasaki et qui veut pas avoir une VFR, pourquoi ne pas avoir une VFR? Franchement, pourquoi pas? Bon allez, une dernière pour la catégorie parce que franchement c'est une moto qui me fait beaucoup rire et qui potentiellement sera une de mes futures motos. Triumph Sprint ST. Alors la Sprint ST elle a existé en plusieurs configurations et dans ces budgets là vous allez même pouvoir trouver la 1050. Donc à partir de 2004, c'est les plus récentes. Triumph a complètement arrêté le sport GT après. Vous avez un 3 cylindres 1050 qui fait 100 chevaux quand il est bridé. Si vous avez une version ABS qui n'était pas le cas de toutes, et ben vous pouvez le débrider pour atteindre les 120 chevaux environ. L'avantage c'est que c'est un 3 cylindres super connu, il équipait aussi les Tiger et les Speed de cette époque et c'est surtout un 3 cylindres qui est reconnu pour être fiable, oui, chez Triumph. Fiable, certes, vous pourrez faire peut-être plus de 100 ou 150 000 km avec, mais pour ça, il faudra qu'il soit entretenu et ça, fatalement, chez Triumph, ça coûte un petit peu quand même. La gueule est hyper particulière, même si personnellement, j'adore ça. Donc, en vrai, si elle vous plaît, pourquoi pas. Et puis, c'est une moto qu'on ne voit pas souvent, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et si vous n'arrivez pas à trouver de 1050 qui vous conviennent, vous avez aussi la 955, donc la version un petit peu plus ancienne, qui est un peu moins puissante, mais qui a aussi un moteur un petit peu plus sympa, qui est un peu moins linéaire et qui va être un petit peu plus sportif au final. J'irai pas jusqu'à dire que la gueule est moins particulière parce que c'est pas le cas, hein. Ça a aussi une gueule super particulière mais que j'adore aussi, que voulez-vous que je vous dise. Bref, aussi une super bécane d'environ 100 chevaux aussi, vraie concurrente de la VFR pour le coup et c'est selon moi pas un mauvais choix. Bon allez, je sais que la plupart d'entre vous attendent les sportives, mais avant je veux juste passer 3 minutes sur la petite catégorie atypique parce que c'est des trucs vraiment top. Alors d'abord on va retrouver la Honda Pan European 1200. Alors, je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas cette moto, mais que la plupart d'entre vous connaissent surtout la Goldwing, le vaisseau amiral de chez Honda. Et bien la Pan European, c'est tout simplement la version petite de la Goldwing. Vous avez quand même un moteur qui fait 1200 cm3, donc ça commence à être un petit peu costaud. C'est un 4 cylindres en V qui fait 100 chevaux et qui fait plus de 10 mètres kg de couple, tout va bien. En même temps, vous me direz qu'il faut bien tracter les 287 kg de cette machine. Et c'est 287 kg à sec, c'est-à-dire qu'une fois que vous faites tous les pleins, vous devez frôler les 300 kg. Autant vous dire que c'est pas léger. Alors c'est clair qu'on n'en fera pas une sportive, mais en vrai pour voyager, pourquoi pas, pour qui ne peut pas ou ne veut pas acheter une Goldwing, et vous avez la petite sœur qui est un petit peu oubliée et pourtant très sympathique. Alors c'est super confort, mais si on doit vraiment lui trouver un défaut, des fois ça manque un petit peu de jus avec les 100 chevaux pour les dépassements. Et si le côté ultra confort de la Pan Européenne ne vous plaît pas et que pour vous ça manque un petit peu de sport justement, chez BM vous avez la K1200, donc la petite sœur de la K16. Et la K1200, elle fait 100 chevaux, mais elle peut être débridée légalement si elle est équipée de l'ABS à 130 chevaux. C'est une moto très sympa aussi, un tout petit peu orientée plus sport que la Honda, même si sport, faut vraiment le dire vite parce que ça fait quand même aussi 300 kg. Bon allez, dernière atypique, parce que c'est vraiment une moto qui me fait juste rire, j'ai pas compris ce que Yamaha avait essayé de faire avec ça. La Yamaha 1100 BT Bulldog. Alors entendons-nous bien, c'est super beau, c'est vraiment super joli. Mais c'est vraiment une moto qui a que ça pour elle. Vous avez un moteur qui vient de la Yamaha Dragstar, donc d'un custom japonais qui fait 65 chevaux, un bicylindre pour un moteur de 1100 cm3, c'est pas incroyable. On se dit qu'avec ça on aura du couple à arracher les arbres. Même pas tant que ça, on a 9 mètres kg, alors oui c'est très bien, hein, ça avance vraiment très bien, mais c'est pas non plus extraordinaire. Surtout quand on sait que le machin pèse plus de 230 kg, à sec c'est 229, donc une fois que vous avez fait tous les pleins vous êtes à 250. En fait c'est vraiment un bricolage maison de la part de Yamaha et c'est aussi pour ça que je trouve que cette moto est sympa. On a une gueule qui est magnifique et tout le reste c'est juste des pièces qu'ils ont trouvées sur les étagères. Ils ont pris le moteur de la Dragstar, ils ont pris les freins d'une R1, vous avez 65 chevaux, vous avez des freins de R1, pourquoi faire? La fourche, quant à elle provient d'une XJR. Le cardan, parce que oui, c'est une moto à cardan en tant qu'à faire, elle provient de la XJ900. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais en tout cas, ça donne la BT 1100 Bulldog. Et en vrai, pour qui veut rouler différent, pourquoi pas. Bon allez, maintenant qu'on a fini les bêtises, je sais que vous l'attendez tous, on passe aux sportives. Et pour ce budget-là, dans cette catégorie-là, je vous ai trouvé deux sportives qui pour moi font vraiment un très bon point d'entrée dans le monde de la sportive. Même si, attention, elles sont un peu exigeantes quand même. Vous connaissez très certainement la mythique Suzuki GSX-R 1000
Alors dans ces budgets-là, ça va être compliqué d'en trouver une roulante. Par contre, vous allez pouvoir trouver de la GSX-R 600. C'est une moto du début des années 2000 qui a un 4 cylindres en ligne qui fait un peu plus de 100 chevaux, 115 chevaux de mémoire, c'est pas énorme, mais surtout une moto très légère. Seulement 163 kg, alors à sec certes, donc on doit être plus autour des 180 une fois qu'on a fait les pleins, mais un châssis excellent, un moteur top, une partie cycle géniale, un freinage. Bon, le freinage est un peu moyen, il faut dire, c'est pareil, il faudra être assez prudent avec, surtout si vous commencez juste. Et puis surtout, vous avez une moto qui est exigeante, parce que vous avez une vraie sportive. La position est exigeante, le moteur est exigeant, son comportement est exigeant. Bref, c'est une moto qu'il va falloir apprendre à piloter. Et pour qui a envie de relever le défi, eh ben allez-y, c'est quand même une super école. Et dans la même catégorie de motos exigeantes mais qui sont de super écoles pour débuter, eh ben la Triumph Daytona 600. Alors oui, je suis désolé, je vais encore parler de Triumph dans cet épisode, mais il faut dire qu'ils ont pas mal de motos qui sont boudées, donc ils se retrouvent dans des tarifs vraiment abordables. Et cette Daytona 600, c'est le cas. C'est une moto qui a été produite au début des années 2000, qui a un 4 cylindres. Ça, c'est un petit peu dommage quand on connaît Triumph. On aurait préféré un 3, mais que voulez-vous, on se contentera d'un 4. 112 chevaux, 165 kg, c'est à peu près le même rapport que la Suzuki. Globalement, une moto hyper légère, aussi très exigeante et une moto qui vous apprendra des choses. En vrai, elle est exigeante, mais différemment de la Suzuki. La position est un petit peu moins radicale, les suspensions sont un petit peu moins fermes et un petit peu plus appréhendables. Par contre, le moteur, c'est un gros bordel. Globalement, avant 8000 tours minute, vous n'avez pas un pet de puissance, rien du tout. Le moteur se traîne. À 8000, il se réveille doucement. Vous arrivez au 10, il s'envole. C'est assez difficile à gérer quand on s'y attend pas, mais c'est aussi hyper satisfaisant quand on le maîtrise de monter dans les tours pour aller chercher la puissance. Bref, une moto vraiment particulière, une moto vraiment exigeante, mais une moto qui pourra vraiment vous plaire, je pense aussi. Bon, il me restait pas mal d'autres motos, mais ça fait déjà un long moment que ça tourne et je les garde pour un prochain épisode si ça vous tente. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire et à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui sortiront avant 2 mois, je vous le promets. Bon, et avant de terminer la vidéo, comme promis, j'explique très rapidement les raisons de mon absence et qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir. Courant 2024, il s'est passé beaucoup de choses pour moi, notamment côté YouTube. La chaîne a vraiment pris de l'ampleur et pour ça, merci beaucoup. Je vous prépare une vidéo pour vraiment vous remercier pour 2024 et vous expliquer un petit peu les perspectives pour 2025. Sauf qu'en 2024, il n'y a pas que niveau YouTube qu'il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Et notamment, j'ai perdu mon travail. Alors ce qui est drôle, c'est que je l'ai en partie perdu à cause de YouTube, mais bon, ça je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo si vraiment vous y tenez. Bon, c'était pas vraiment un souci parce que j'aimais pas trop ce boulot à vrai dire et j'en ai trouvé un autre dans la foulée très rapidement qui me plaisait beaucoup plus et surtout qui me prend beaucoup plus de temps. Entre le temps de l'adaptation à ce nouveau travail, mes rythmes de vie qui ont changé, le déménagement, j'avoue que ça m'a pas laissé beaucoup de temps pour faire des vidéos et les vidéos que je faisais, sur certaines, j'ai eu de gros problèmes. Notamment une vidéo qui aurait pu me coûter extrêmement cher et qui nous a surtout fait perdre 7 mois de boulot, c'est l'essai du Tiger 850 de chez Triumph et ça je vous l'expliquerai peut-être un jour ou en live sur Twitch si un jour j'ai le temps de faire des lives sur Twitch. Bref, cette vidéo m'a causé vraiment beaucoup de soucis, m'a fait perdre beaucoup de temps, mais c'est pas la seule. En vrai, j'ai eu beaucoup de problèmes avec d'autres vidéos pour la simple et bonne raison que quand la chaîne grossit, on tente des choses et des choses qui des fois passent pas. Et voilà, des choses qui peuvent des fois coûter un petit peu cher. Mais vous faire des vidéos, c'est un truc qui me fait vraiment du bien, qui fait partie de mon équilibre de vie personnelle, vie professionnelle, etc. C'est quelque chose dont j'ai besoin, donc je vais continuer à en faire. Ça sera peut-être un petit peu moins régulier qu'avant, mais je vous assure que j'arrêterai pas de faire des vidéos cette année. Ça sera peut-être plus une par semaine, peut-être une toutes les 2 semaines ou une par mois, je ne sais pas encore. Mais vous allez me retrouver très bientôt. J'ai plein d'idées en tête et j'ai vraiment envie de profiter avec vous. Sur ce, merci d'être resté jusque-là. J'espère que la vidéo t'a plu. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit pour mes insomniaques. C'était Coxis. Ciao! Oh, elle m'avait manqué celle-là. Vraiment.